Lors d'un dîner, mon frère, Julien, a perdu les pédales. Ton fils n'a pas sa place ici. Il n'est pas l'un des nôtres. Sa femme, Chloé, a ajouté, alors peut-être devriez-vous partir tous les deux. Je me suis levée calmement et j'ai répondu, nous allons le faire. Et rendez-moi ma carte bancaire, par la même occasion. Ses yeux se sont écarquillés. Qu'est-ce que tu racontes? J'ai souri et j'ai répondu. Il avait planté sa fourchette dans une entrecôte que j'avais payée, le disant sur un ton aussi désinvolte que s'il parlait de la météo. Ton fils n'a pas sa place ici. Il n'est pas l'un des nôtres. Pas de mise en contexte, pas d'avertissement. Il avait lâché ça au milieu de la conversation comme on jette un couteau sur une table. Pendant quelques secondes, personne n'a bougé. Elias était assis en face de lui. 14 ans, premier de sa classe, poli, d'une voix douce, travaillant 2 fois plus dur juste pour être accepté. Ses mains étaient jointes sur ses genoux. Il n'a pas levé les yeux. Moi, si. J'ai fixé mon frère droit dans les yeux. Je lui ai demandé s'il voulait bien répéter. Il m'a regardé en plein visage et a réitéré, il est adopté. Ce n'est pas du sang. Tu peux faire semblant autant que tu veux, ce n'est pas de la famille. Et là, Chloé, toujours aussi prétentieuse avec son verre de vin blanc à la main, a simplement hoché la tête comme s'il venait de dire quelque chose de courageux. Alors peut-être devriez-vous partir tous les deux, a-t-elle lancé. Alors je me suis levée sans bruit. Pas de cris, pas de scène. J'ai pris mon sac, je les ai regardés tous les deux dans les yeux et j'ai dit, nous allons le faire. Et rendez-moi ma carte bancaire, aussi. Elle m'a dévisagé comme si je venais de changer de langue. Qu'est-ce que tu veux dire? Je parle des dîners, des virements mensuels, de tes cartes de crédit, de ton loyer, de tes factures d'électricité, du sacré abonnement au club de sport que tu utilises 2 fois par an, du prêt dont je me suis portée garante parce que ton dossier bancaire était catastrophique. De l'argent que j'ai donné à maman pour qu'elle te le transmette discrètement quand tu étais encore fauchée et trop fière pour demander. J'ai marqué une pause assez longue pour que l'idée fasse son chemin. Tout est fini à partir de maintenant. Nous sommes sortis avant qu'il ne puisse dire un mot. Pas un mot pour Elias. Pas d'excuses. Pas même un au revoir. Il pensait que je bluffais. Il pensait que je reviendrais. C'est ce que j'avais toujours fait. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est que je finançais leur vie depuis des années par pur sentiment de culpabilité. Nos parents sont morts jeunes. J'ai repris l'entreprise familiale. Et je les ai laissés croire que c'était un héritage partagé, même si c'est moi qui l'ai bâti, développé et sauvé alors qu'elle était au bord du gouffre. Julien n'avait pas eu d'emploi sérieux depuis 5 ans. Chloé n'avait pas travaillé depuis le mariage. Ils flottaient dans la vie comme des passagers sur un yacht dont j'étais la capitaine, les yeux bandés. Ce dîner a mis fin à bien plus qu'un repas. Dès le lundi matin, leur carte était bloquée. J'ai révoqué ses accès au système de l'entreprise. J'ai changé tous les mots de passe. Mon avocat a envoyé les documents pour séparer officiellement les actifs partagés. Il n'y en avait pas beaucoup. Ils ne possédaient rien, ils utilisaient juste mes ressources. Dès mercredi, Chloé publiait des messages cryptiques sur Facebook à propos de trahison et de vipère. Ma mère m'a envoyé un long message sur le fait que la famille, ce n'est pas qu'une question d'argent et que je ne devrais pas réagir de manière excessive. Je n'ai pas répondu, mais aucun d'eux ne se doutait de ce qui allait arriver, car il ne s'agissait pas seulement de couper les ponts. Il s'agissait enfin de les confronter à la réalité dont je les avais protégés pendant des années. Et j'avais des preuves. Vendredi, Chloé était devant mon bureau. Sans prévenir, évidemment. Elle ne respectait jamais les limites. Elle est arrivée avec des lunettes de soleil oversize comme si cela allait cacher le fait qu'elle avait pleuré. Je ne l'ai pas invitée à entrer. Je suis restée sur le seuil. Elle m'a demandé quel genre de personne abandonne sa propre famille. Je lui ai demandé quel genre de personne dit à un gamin qu'il n'est pas de la famille juste parce qu'il est adopté. Elle a essayé de se justifier. Elle a dit que les émotions étaient vives. Que Julien ne le pensait pas. Qu'ils étaient juste frustrés. J'ai demandé si elle était frustrée quand elle nous a dit de partir.
Elle n'a pas répondu. Ensuite, elle a exigé que nous parlions comme des adultes. C'est toujours ce qu'elle dit quand elle veut manipuler quelqu'un en silence. Je lui ai tendu une chemise cartonnée. Elle ne l'a pas prise au début, elle l'a juste fixée comme si elle allait exploser. Quand elle l'a ouverte, j'ai vu son visage se décomposer. Relevé bancaire, virement, facture à leur nom. Chaque centime que j'avais payé pour eux. 3 ans de dépendance financière imprimée et agrafée. Elle a levé les yeux et j'ai dit une seule chose, signe ça ou je rends tout public. C'était un accord simple. Ils renoncent à toute prétention sur l'entreprise. Ils arrêtent de dire aux gens qu'ils sont actionnaires. Ils se taisent sur l'héritage et les parts égales. En échange, je ne traîne pas chaque détail embarrassant devant les tribunaux et je ne rends rien public. Elle n'a pas signé. Elle est partie en trombe. Ce week-end-là, Julien m'a envoyé un message vocal furieux. Il m'a traité de froide et de manipulatrice. Il a dit que je n'avais pas le droit d'utiliser l'argent comme une arme contre ma propre famille. Amusant, venant de ceux qui n'ont jamais appelé ça une arme quand ils en profitaient. Le dimanche, j'ai reçu une notification de l'un des comptes professionnels. Une tentative de connexion depuis un ancien profil administrateur. Alors que j'avais dit à Julien d'arrêter de l'utiliser il y a 2 ans, il essayait d'accéder à la paix. J'ai appelé mon responsable informatique. Nous avons tout verrouillé, changé les protocoles de sécurité, transmis la tentative de connexion aux autorités juridiques. Lundi matin, un journaliste local m'a contacté, disant qu'il avait reçu une info anonyme selon laquelle je détournais l'argent de l'entreprise pour des projets personnels. Vacances de luxe, frais de scolarité privée, fausses associations caritatives. Tout était prouvable comme faux. Mais je savais exactement qui avait envoyé ça. Ce qu'il n'avait pas réalisé, c'est que je documente tout. Chaque email, chaque transfert, chaque changement dans les journaux d'accès. S'ils voulaient la guerre, ils avaient choisi la mauvaise personne pour provoquer. Cet après-midi-là, j'ai déposé une mise en demeure officielle et je l'ai envoyée sur leurs 2 adresses email. Je leur ai donné 48 heures pour rétracter les informations anonymes sous peine de poursuite pour diffamation. Chloé a répondu par une seule ligne, « Tu vas le regretter ». Et c'est là que j'ai réalisé quelque chose d'important. Il ne paniquait pas seulement. Il préparait quelque chose. Les menaces ne m'ont pas fait peur. Pas au début. Chloé était une dramaturge. Toujours. Julien aimait jouer les victimes dans chaque situation. Mais quelque chose dans son message m'a marqué. Tu vas le regretter. Ça ne ressemblait pas à un avertissement. Ça ressemblait à une promesse. Mardi soir, je suis restée tard au bureau. Je travaillais avec l'avocat pour finaliser les nouveaux dépôts de propriété. J'étais la seule propriétaire, officiellement. Plus rien de partagé. Tout à mon nom, là où il fallait. Je suis partie un peu après 22 heures. Le parking était vide, sauf ma voiture et les agents d'entretien. J'ai conduit jusqu'à la maison, me suis garée dans le garage, j'ai tout fermé comme je le faisais toujours. À 2h43 du matin, je me suis réveillée avec le bruit des sirènes. J'ai couru à la fenêtre et, pendant quelques secondes, je n'ai pas pu traiter ce que je voyais. Ma voiture, garée à l'extérieur dans la rue parce qu'Elias avait laissé son vélo dans le garage, était en feu. Pas de fumée, pas juste des dégâts, elle était totalement embrassée. Les flammes illuminaient le jardin. Elias est arrivé en courant dans ma chambre, à moitié habillé, confus et effrayé. Nous sommes restés sur le pas de la porte, à regarder le spectacle à travers la vitre jusqu'à ce que les pompiers arrivent. La police a demandé si j'avais des ennemis. Je n'ai même pas eu à réfléchir. 2 jours plus tard, c'était confirmé, incendie criminel, traces d'accélérant sur l'herbe. Ce n'était ni électrique ni mécanique. Quelqu'un avait mis le feu délibérément, et je savais exactement qui. Le problème, c'est que je ne pouvais pas le prouver. Julien avait un alibi. Il était connecté à un jeu en ligne avec des amis à ce moment-là. Chloé avait publié un selfie depuis leur jardin à minuit, verre de vin à la main, avec un horodatage. Mais je ne croyais ni l'un ni l'autre.
Ils devenaient désespérés. Leurs finances s'épuisaient. Ils n'avaient pas de filet de sécurité. Et ils détestaient le fait que je m'étais complètement détachée, que j'allais bien sans eux. Je n'ai pas répondu publiquement, mais j'ai fait installer des caméras autour de ma maison et de mon bureau. J'ai engagé une société de sécurité pour faire un balayage des 2 propriétés. J'ai changé ma routine, déplacé certaines choses hors de portée. Je n'avais pas peur, exactement, mais je n'allais pas me laisser surprendre à nouveau. Puis, tard le jeudi soir, j'ai reçu un message d'un nom que je ne reconnaissais pas. Juste une seule photo. C'était mon bureau pris de l'extérieur. Les lumières étaient éteintes, les fenêtres sombres, mais il y avait une silhouette près de la porte de derrière. Impossible de voir un visage, juste une ombre. J'ai répondu immédiatement, « Qui est-ce » Pas de réponse. J'ai appelé le numéro, déconnecté. Quand je l'ai montré à l'équipe de sécurité le lendemain matin, ils ont vérifié les caméras. Il y avait eu du mouvement à 2h17. Quelqu'un était là, mais ils ne sont jamais entrés. Ce que je ne savais pas alors, c'est que ce n'était pas fini. Loin de là. L'incendie était un avertissement. Le message était une menace. Et la prochaine chose qu'il ferait franchirait une ligne de non-retour. La prochaine attaque est venue de là où je l'attendais le moins. C'était Elias. Vendredi après-midi, il est rentré de l'école silencieux. Trop silencieux. J'ai pensé que c'était juste une mauvaise journée, jusqu'à ce qu'il lâche son sac à dos sur le sol de la cuisine et sorte une feuille de papier pliée. Il a dit qu'on l'avait glissé dans son casier. C'était une capture d'écran imprimée, un fil de conversation. Nom d'utilisateur anonyme, mais le sujet était sans équivoque, moi. Des accusations de fraude, d'abus de pouvoir, d'avoir volé l'entreprise à son frère en difficulté, d'avoir coupé les ponts avec sa famille pour un désaccord mesquin, et d'utiliser l'adoption pour manipuler la sympathie. J'ai scanné le document, confuse pendant une seconde jusqu'à ce que je réalise ce que je voyais. C'était un faux groupe de discussion conçu pour avoir l'air réel, une capture d'écran faite pour se propager. J'ai reconnu le phrasé, les mots à la mode favoris de Chloé, son style d'écriture. Tout s'appuyait Chloé, mais ce n'était pas le pire. En bas de la page, quelqu'un avait griffonné au stylo rouge, « Demande à ta mère qui elle est vraiment. Elle n'est pas l'héroïne qu'elle prétend être. » Elias n'a rien dit, il est juste resté là à attendre. Je lui ai dit que c'était faux, que c'était exactement le genre de choses que les gens inventent quand ils sont acculés, que rien de tout cela n'avait d'importance, mais les dégâts avaient déjà commencé. Il ne s'agissait plus seulement de m'effrayer. Il voulait monter mon propre fils contre moi, m'humilier, lui faire douter de la version de l'histoire que j'avais passé des années à le protéger. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. J'ai parcouru d'anciens messages, emails, même des groupes de discussion d'il y a des années, cherchant des modèles, cherchant tout ce que j'avais pu manquer. Et puis, je me suis souvenu de quelque chose. Julien avait encore accès à une chose. Un endroit que j'avais oublié de verrouiller. Le vieux garde-meuble de nos parents. Nous l'avions gardé ouvert surtout par sentiment. Un petit endroit poussiéreux en bordure de ville rempli de choses que nous n'utilisions jamais. Des boîtes de photos, des meubles, quelques vieux ordinateurs. Je n'y étais pas allée depuis plus d'1 an. Samedi matin, j'y suis allée seule. Ma clé fonctionnait toujours. La serrure a cliqué, la porte a grincé, et je suis entrée dans l'air vicié des souvenirs oubliés. Mais quelque chose clochait. Une des boîtes était ouverte, déchirée, en fait, comme si quelqu'un l'avait fouillée avec précipitation. À l'intérieur, il y avait de vieux documents fiscaux, des lettres, le testament original de notre père. Je n'y ai pas prêté attention au début, mais quand j'ai sorti l'enveloppe étiquetée « Dossiers commerciaux, 1998 à 2003 », elle était vide. C'était l'année où l'entreprise m'a été confiée après le décès de notre père. Julien avait toujours cru qu'elle aurait dû être partagée équitablement, mais le testament était clair. J'étais nommé seul propriétaire parce que j'y travaillais déjà à plein temps. Lui était en voyage avec des amis quand c'est arrivé. Il ne l'a jamais accepté. Et maintenant, d'une manière ou d'une autre, ils avaient mis la main sur une copie des documents,
probablement à la recherche de tout ce qu'il pouvait détourner, espérant trouver une faille pour réclamer une part de propriété. Cet après-midi-là, j'ai reçu un autre email, cette fois d'un avocat. Julien et Chloé me poursuivaient en justice, prétendant que j'avais manipulé notre père pour qu'il modifie le testament quand il était malade, que j'avais menti, contraint et volé l'entreprise sous le nez de mon frère. C'était un mensonge complet. Mais ils étaient prêts à traîner tout cela devant les tribunaux publiquement, sachant très bien que même s'ils perdaient, les retombées seraient brutales. Ils voulaient me détruire. Et c'est là que j'ai pris une décision. S'ils voulaient la guerre, ils allaient en avoir une, mais à mes conditions. Quand j'ai fini de lire la plainte, je n'ai pas appelé mon avocat. J'ai appelé mon comptable. Depuis quelques années, je faisais quelque chose que Julien ignorait. Après l'une de ces nombreuses aventures commerciales ratées, j'avais commencé à documenter chaque dollar que je leur donnais, à lui et à Chloé, pas seulement pour les impôts, mais pour ma protection. Techniquement, ils avaient pris de l'argent sous de faux prétextes. Ils prétendaient que c'était pour une formation professionnelle, des frais de logement, des factures médicales. J'avais des emails, des SMS, même des messages vocaux de Chloé expliquant exactement à quoi servait l'argent. La plupart servaient à des absurdités. Sac à main de luxe, billets de concert, une sorte de retraite bien-être où ils passaient une semaine à boire des boues vertes et à se plaindre du stress de leur vie. Alors, j'ai demandé à mon comptable de construire un rapport complet, chaque transfert, chaque histoire fabriquée. Ensuite, j'ai appelé un deuxième avocat, quelqu'un spécialisé dans la fraude financière. S'il voulait aller au tribunal, je n'allais pas seulement me défendre. J'allais contre-attaquer. Mais ce n'était pas tout. Pendant qu'ils étaient occupés à essayer de me salir, j'ai déposé une requête discrète auprès du tribunal. L'immeuble dans lequel ils vivaient était toujours à mon nom. Je l'avais acheté il y a 3 ans quand ils allaient être expulsés et je les avais laissés y rester sans loyer sous un accord informel. Cet accord était maintenant nul. Je leur ai donné 30 jours pour partir. Ils sont devenus fous. Chloé a publié une longue diatribe démente sur Facebook à propos des liens du sang et des sœurs ingrates. Julien m'a envoyé une série de textes qui ne formaient même pas des phrases complètes, juste de la rage pure. Ma mère m'a rappelé, me suppliant de laisser tomber. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, je leur ai envoyé à tous les 3 un dernier message, vous aviez un choix. Vous avez fait le mauvais. C'est terminé. Et puis, la véritable chute a commencé. La première surprise est arrivée une semaine plus tard. L'ancienne amie de Chloé m'a contactée sur LinkedIn, de tous les endroits. Elle a dit qu'elle était désolée pour tout et que Chloé se vantait depuis des mois que Julien et elle allaient me faire peur pour que je leur cède la moitié de l'entreprise. Elle a ajouté qu'elle avait même laissé entendre qu'elle ferait quelque chose de dramatique si je ne coopérais pas. La deuxième surprise est venue d'Elias. Il m'a dit que quelqu'un avait essayé de lui parler après l'école, encore. Un homme dans une voiture noire a dit qu'il avait un message de son oncle. C'était tout. J'ai déposé une ordonnance restrictive le lendemain matin. L'audience était fixée dans 3 semaines. Le procès avançait. Il vivait toujours dans mon immeuble pour l'instant, mais la date d'expulsion approchait. Puis, juste quand je pensais que cela ne pouvait pas aller plus loin, Julien a fait quelque chose que même moi, je n'avais pas vu venir. Il est entré par effraction dans le bureau. Au milieu de la nuit, il a brisé une fenêtre latérale, déclenché l'alarme. La police était là en moins de 4 minutes. Il était toujours à l'intérieur quand ils sont arrivés. Il a dit qu'il récupérait des biens personnels. Il a dit qu'il avait le droit d'être là. Ils l'ont arrêté sur le champ. Il a été libéré sous caution le lendemain, mais cela n'avait plus d'importance. J'avais tout ce qu'il me fallait maintenant, un historique documenté de harcèlement, de fraude financière, de menaces, de fausses accusations, et maintenant d'intrusion criminelle et de tentative de vandalisme. Ce week-end-là, j'ai mis à jour la plainte. La nouvelle accusation, sabotage intentionnel et tentative de vol de propriété d'entreprise. Mon avocat a dit que c'était béton, mais je ne célébrais pas encore, car Julien avait encore une dernière carte à jouer, et il était assez en colère maintenant pour l'utiliser. La dernière fois que j'ai vu Julien en personne,
il ressemblait à quelqu'un qui avait perdu la carte et le rasoir, plus maigre, nerveux. Il est apparu à mon bureau encore, cette fois pendant la journée, suppliant pour 5 minutes. La sécurité ne l'a pas laissé passer le hall. Il n'a pas demandé à faire la paix. Il a demandé un accord. Il a dit que si j'abandonnais tout, le procès, l'expulsion, l'ordonnance restrictive, il partirait tranquillement. Plus de tribunal, plus de drame. Il l'a dit comme s'il me rendait service. Je lui ai dit qu'il n'y avait aucun accord. Il est parti sans un mot de plus. 2 nuits plus tard, ma voiture a pris feu à nouveau. Seulement cette fois, il y avait des caméras. La sécurité a tout capturé. Julien marchant avec un sweat à capuche, bidon d'essence à la main, accroupi près du pneu arrière. Il n'a même pas vérifié les caméras. Il n'a pas essayé de cacher son visage. Il a juste craqué l'allumette et a regardé la voiture brûler. Ils l'ont arrêté le lendemain matin chez la sœur de Chloé, où il se cachait. Quand ils l'ont emmené, ils ont ajouté des accusations pour incendie criminel, destruction de propriété privée et violation d'une ordonnance restrictive. Chloé a essayé de prétendre qu'il faisait une dépression nerveuse, que je l'avais poussé à bout. Sa voix a tremblé au tribunal. Les larmes n'ont ému personne, même pas le juge. Le procès a été rapide. Les preuves étaient solides comme le roc. Les captures d'écran, le faux groupe de discussion, les astuces anonymes remontant à son email, les documents volés, l'effraction, les menaces, l'incendie. Tout s'est effondré au tribunal comme un mauvais script de film écrit par 2 personnes qui se croyaient plus intelligentes qu'elles ne l'étaient. Julien a été condamné à 3 ans de prison. Chloé n'a pas été inculpée, mais elle a été humiliée publiquement, son nom lié à la plainte, à l'ordonnance restrictive, à la campagne de réseaux sociaux falsifiés. Le jour de leur expulsion, elle a essayé de faire un live sur les réseaux sociaux. Personne ne s'en souciait. Quand tout a été fini, je n'ai pas fait la fête. Je suis rentrée à la maison. Elias était sur le canapé en train de regarder un documentaire scientifique. Je me suis assise à côté de lui et j'ai dit que c'était fini. Plus de tribunal, plus de chaos. Il n'a pas dit un mot immédiatement. Puis, il a dit qu'il était fier de moi. Cette partie m'a touchée. Depuis, nous vivons dans le calme. Pas de dîner de famille, pas de chantages affectifs, pas d'appels de personnes qui ne se manifestent que lorsqu'elles veulent quelque chose.